13 ans que ces révolutions arabes avaient commencé, ça fait vieux. Mais encore aujourd'hui, c'est inscrit dans nos mémoires. Dans nos mémoires collectives, parce que, tout d'abord, ces révolutions arabes, ça a été une surprise pour tout le monde. Personne ne s'y attendait. Et puis, ça a été un long flux d'événements. La révolution syrienne en particulier a marqué notre génération, a marqué l'ensemble des personnes qui l'ont vécu, même devant leur propre télé. Parce que ça n'a pas uniquement concerné le monde arabe, mais ça a concerné le monde entier. Alors, oui, on se rappelle tous du 13 novembre, de Charlie Hebdo, de ces Français qui s'étaient entraînés en Syrie et qui ont frappé leur propre sol, leur propre terre natale, au nom d'une idéologie islamiste. Mais on se rappelle aussi de l'espoir d'un monde dans lequel une population est opprimée par une dictature et se soulève pour demander la fin de cette dictature. Malheureusement, aujourd'hui, le bilan est mitigé, le bilan des révolutions arabes, et c'est sans parler sur la révolution syrienne, qui est un véritable drame humanitaire, qui a fini en drame humanitaire, avec une situation catastrophique, et Bachar al-Assad qui est resté au pouvoir. Alors pour ne pas oublier tout ça, il faut se replonger dans cette époque. Pour cela, j'ai interrogé Antoine Mariotti, il est journaliste, et il était en Syrie au moment de la révolution. Il a écrit un livre, La honte de l'Occident, qui nous permet d'expliquer pourquoi Bachar al-Assad est finalement resté au pouvoir. Dans l'épisode précédent, on a vu l'erreur qu'ont fait les Occidentaux de diagnostiquer, de pronostiquer la chute de régime, comme si le régime allait tomber de lui-même, et de simplement donner des armes à l'opposition. Aujourd'hui, on va voir qui était cette opposition. C'est ces personnes, qui étaient ces groupes qui affrontaient Bachar al-Assad. Et aussi, on va voir quelles autres alternatives il y avait à simplement donner des armes à l'opposition syrienne. Dans mon nouveau livre sur la CIA, mais je parlais avec un responsable de la CIA qui était chargé de ça, justement, ils ont fait un travail de mapping, c'est-à-dire ils ont cartographié tous les groupes d'opposition syriens, parfois ils étaient 10, parfois ils étaient 2000 en Syrie, et ils me disaient au final, sur les 1500 qu'on a recensés, on en a aidé une poignée, quoi, même pas une dizaine, parce que les autres, soit ils étaient un peu trop islamistes, soit ils étaient complètement désorganisés, soit ils avaient aucun poids, c'était ridicule. Mais même quand il y a eu l'armée syrienne libre avec une sorte de chef d'état-major, et notamment Selim Idriss, il n'y avait pas un réel commandement commun autant qu'il aurait fallu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça n'a pas fonctionné, ils n'ont pas non plus été aidés suffisamment pour que ça puisse fonctionner. Les opposants syriens, moi j'ai beaucoup d'admiration pour eux, que ce soit ceux qui étaient en Syrie ou ceux qui étaient en Occident. Le problème, c'est qu'on a donné les clés de l'opposition, c'est nos interlocuteurs, à ceux qui étaient en dehors de la Syrie, qui étaient regardés pas très bien par ceux qui étaient à l'intérieur, qui eux étaient sous les balles, etc., et qui n'écoutaient absolument pas les ordres de ceux qui venaient de l'extérieur. Beaucoup ont entendu des leçons de morale par de certains qui étaient à l'extérieur, mais bon, ceux qui étaient à l'intérieur, c'était quand même eux qui étaient confrontés à la chose, et forcément, certains, alors que c'était des gens très bien, qui ont été critiqués parce que ça faisait 30 ans qu'ils n'avaient pas mis les pieds en Syrie, et que c'était pas logique que ce soit eux qu'on considère comme quasiment chef d'État de facto de la Syrie, puisqu'on a reconnu l'opposition syrienne comme étant le pouvoir légitime à un moment donné. Tout le monde l'a oublié, mais enfin, on a quand même fait ça. Donc ça a été problématique. Est-ce qu'on aurait pu avoir une opposition plus crédible ? Oui. Le problème, c'est qu'elle a eu beaucoup de division entre elles, ça a été compliqué, c'est pas évident. Un diplomate qui est un fervent partisan de cette opposition, qui l'a beaucoup aidé, me disait il faut bien se rendre compte quand même qu'ils sortaient de 40 ans de dictature. Ils n'avaient pas la culture des partis politiques, de la liberté de parole, de l'organisation comme ça. Donc c'est pas si évident, ça se fait pas du jour au lendemain. Chacun peut avoir des intérêts différents, chacun peut avoir des religions différentes, chacun peut avoir des alliés un peu différents, parce que les pays de la région ont aussi chacun soutenu leur cheval, entre guillemets. Donc voilà, le Qatar voulait telle personne pour être chef de l'opposition, la Turquie poussait pour que ce soit telle autre. Tout ça, ça a créé des batailles, ça a été compliqué au lieu de se mettre un peu tous d'accord. Donc les opposants sont pas les seuls responsables. Il faut bien avoir à l'esprit que le conflit syrien a fait
près de 200 000 morts. On a eu affaire à une répression des plus féroces. Face à une telle situation, en tant qu'opposant, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de survivre. Et c'est comme ça, par exemple, que des communistes ont fini par combattre aux côtés des islamistes. Et oui, car ils proposaient par exemple de meilleurs salaires. Parce que quand vous vous faites massacrer en permanence, vous faites plus vraiment attention avec qui vous combattez, mais plutôt contre qui vous combattez. Pour combattre, il faut des armes. Et pour avoir des armes, il faut des financements. Et le financement, ça dépendait des forces étrangères, ça dépendait des puissances étrangères. Et en quelque sorte, l'opposition était otage de ces aides. On a totalement dénaturé le conflit syrien, qui n'était plus conflit politique pour régler un problème politique national, trouver une réforme, trouver une révolution, trouver un régime qui corresponde aux besoins du régime syrien. Non, on était dans une concurrence de pouvoir qui cherchait à avoir à la main mise sur la Syrie, non pas pour un projet politique donné, mais simplement pour leurs propres intérêts. Et c'est bien le drame. Et face à ces nations prédatrices, pourquoi on n'a pas fait appel à l'ONU ? Il y a eu des négociations qui ont été lancées sous l'égide de l'ONU. Tout le monde a fini par se mettre d'accord, c'est l'accord de Genève. Et puis, dès que tout le monde est sorti de la salle, tout le monde a donné des interprétations différentes. Et finalement, du coup, en disant, non, il est hors de question qu'on change de régime, alors que c'était quelque chose d'un peu progressif. Les Occidentaux ont proposé à la Russie d'accueillir Bachar el-Assad chez eux pour pouvoir trouver quelqu'un d'autre du régime de plus modéré, son vice-président, Farouk al-Shareh, par exemple, qui aurait pu prendre la tête du pays en attendant que des élections puissent être organisées, etc. Les Russes et les Chinois ont toujours été farouchement contre. Les Russes ont toujours mis un veto et les Chinois ont en général mis un veto et une fois se sont abstenus. On a vu ça comme une grande victoire, c'est dire où on en était. Mais clairement, ils étaient farouchement contre, donc il n'y avait aucune possibilité par l'ONU, R2P ou pas R2P. Alors, Antoine Mariotti vient de nous parler de R2P. Ça signifie responsabilité de protéger. C'est un principe qui a été adopté en 2005 à l'ONU, qui vise à prévenir les crimes de masse, que ce soit des génocides, crimes de guerre, nettoyage ethnique, crimes contre l'humanité. Donc, il stipule que la communauté internationale a l'obligation d'intervenir si un État échoue à protéger sa population. Tout ça, c'est bien sûr dans le but d'éviter qu'un seul acteur, un État, intervienne pour son propre compte et pour ses propres intérêts, instrumentalisant un drame humanitaire pour les intérêts d'un seul État. Alors sur le papier, bien sûr, c'est super. Mais dans le cadre du conflit syrien, comme l'explique Antoine Mariotti, la Chine et la Russie ont fait barrage, ont empêché que ce principe soit appliqué. Cependant, ça, c'est son point de vue. Parce que d'autres acteurs affirment que c'est le détournement des R2P qui a empêché son application pour le conflit syrien. Quelques temps plus tôt, on avait utilisé R2P contre le président Muammar Kadhafi. Et à ce moment-là, la Russie avait donné son accord pour intervenir en Libye. Sauf que les États-Unis et la France ne se sont pas simplement contentés d'intervenir, mais ils ont également renversé le régime. Or, R2P signifie protéger, et pas changer de régime. Donc certains affirment que c'est pour ça, que c'est à cause de ce détournement que R2P n'a pas été utilisé. Ça, après, c'est à vous de vous faire votre opinion. Mais ce qui compte surtout, c'est que notre génération n'a jamais été aussi interdépendante, notre monde n'a jamais été aussi internationalisé. On n'a jamais eu autant besoin d'institutions internationales. Pourtant, celles-ci, ces organisations internationales, sont prisonnières de la volonté des États et de la puissance. Mais l'ONU, c'est un instrument. Ceux qui décident, ce sont les nations qui sont à l'intérieur. Le problème, c'est que vous avez aujourd'hui la Russie qui, pour exister et tenter de redevenir une grande puissance, qui est leur obsession, sont prêts à tout, et notamment, par exemple, à soutenir aveuglément un régime comme le régime syrien parce que ça les arrange, ça leur donne un pied en Méditerranée, etc. Donc ces pays-là bloquent. Donc le problème qu'il y a, c'est le système de fonctionnement de l'ONU. Tant que vous avez un conseil de sécurité avec seulement 5 personnes qui peut bloquer toute résolution et qu'il faut pas, par exemple, une majorité, je dis n'importe quoi, 650 États votent telle chose, et bien dans ce cas-là, il faut l'appliquer et ça fait office de loi, on aura ces blocages-là, et en fonction des intérêts des uns et des autres.
Oui, il fallait essayer de trouver des solutions et de pousser la Russie à négocier pour pouvoir arrêter de soutenir le régime, pour pouvoir trouver une sortie et peut-être un nouveau pouvoir, un engagement vers des élections. Il y a eu un énorme travail diplomatique qui est à saluer, qui a été extrêmement fort. Après, ça ne fait pas tout. À partir du moment où un des acteurs principaux refuse tout, le régime syrien, à un moment donné, quand il y a eu Genève 2, c'est-à-dire un nouveau round de négociations, a fait semblant de négocier. Parce que l'opposition, comme elle était malheureusement pas très forte, elle s'est complètement divisée entre elle, entre ceux qui acceptaient d'aller négocier et ceux qui ne voulaient pas, y compris à quelques jours des négociations. C'est quand même un peu délirant, mais bon, ils en étaient là. Et du coup, le régime en a profité, a dit, nous, il n'y a pas de conditions, on y va. On est prêt à négocier, on est prêt à défendre les Syriens. Évidemment que, pardon de l'expression, mais c'était bullshit. C'était n'importe quoi. Parce qu'ils y sont allés, certes, mais ils n'ont jamais accepté de négocier réellement sur quoi que ce soit, ni de céder sur quoi que ce soit. Sauf qu'en termes d'image, ils disaient, nous, on est là, vous voyez. Eux, ils sont divisés, il y en a 3 qui sont là alors que les autres ne veulent pas. Et bon, ça marche pas forcément sur les opinions occidentales. Mais ils pouvaient se mettre dans ce bon rôle. Et c'était désastreux, mais la diplomatie, elle a été importante quand même, heureusement. Elle n'a pas réussi, mais parce que le régime a fait semblant, parce qu'ensuite il a bloqué tout, et que la Russie n'a jamais accepté, elle a fait que gagner du temps pour son allié, mais n'a jamais accepté de trouver une solution et d'arrêter le massacre. Mais alors, est-ce que ça rend légitime ou nécessaire l'usage de la force? C'est ce qu'on va voir. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser aux armes chimiques lorsque les pays occidentaux et la communauté internationale découvrent que Bachar al-Assad détient des armes chimiques alors que Obama avait mis une ligne rouge. On va voir pourquoi Obama a décidé de ne pas intervenir et quelles sont les conséquences de cette non-intervention. C'était Antoine Mariotti qui sort ces jours un livre sur l'histoire secrète de la CIA, une interview réalisée par Anthony Dezolt, à retrouver en intégralité sur rvrradio.fr. Et ne manquez pas, dans les prochains jours, la suite de notre série sur la Syrie.